On dit souvent qu'on est complémentaires, qu'on a un duo un peu de choc yin-yang, mais là où on se ressemble, c'est qu'on lâche pas. La mission à la base et notre rôle au sein de TechSpace, c'était vraiment de dire cette entreprise, cette mission, les valeurs qui sont rattachées, on y croit. On partageait cette croyance avec des gens. Il y a des personnes aujourd'hui qui font partie du noyau, comme on l'appelle entre nous, qui sont aussi porteurs, et j'aime bien dire ce mot parce que lance dans l'entrepreneuriat, tu portes aussi à bout de bras. Mais il faut passer à l'action à un moment donné. Tu as une vision, tu passes à la formation. La formation, c'est une chose, mais dans l'informatique, il faut mettre les mains dedans. Ça veut dire que tu dois coder, tu dois créer un mini réseau, tu fais de la sécurisation, tu dois essayer de sécuriser quelque chose. L'informatique, c'est pas de la théorie. C'est peut-être 30-40% de théorie et tu y retournes dedans que quand tu as des bugs et tu as des blocages. Il n'y a pas que la théorie et le diplôme qui est important, en tout cas la validation des compétences, mais c'est aussi de creuser en toi et de sortir des choses. Moi, ce que j'ai appris, la première chose, c'est d'éviter le syndrome de l'imposteur. Déjà, c'est générationnel. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de concepts dans cette génération-là, syndrome de l'imposteur, etc. Je dis pas qu'il n'existe pas, mais maintenant, avec du recul, j'ai l'impression que c'est une pression de perfection comme ça qui fait que, en fait, tu es censé arriver prêt, mais personne n'arrive prêt. Comme tu sais, il y a cette expression, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc ouais. Donc Pamela, qui es-tu ? Qui je suis ? Ouais. C'est une petite question pour beaucoup de réponses. Oui, moi, qui es-tu ? Que fais-tu dans le TechSpace ? Quel est ton parcours ? Mon parcours, de base, en fait, ça démarre dans l'éducation, dans le mindset. Pourquoi on en est arrivé à TechSpace et l'entrepreneuriat. Et donc, en fait, moi, à la base, on m'a toujours inculqué, enseigné que la réussite, c'était ton CDI très stable. Ouais. Puis, tu as ta maison, tu t'embarques dans des crédits pendant très longtemps. Mais c'était surtout cette idée de stabilité, de CDI, et non pas de changement entre les CDI, mais d'avoir un CDI et d'y rester toute sa vie. Ouais. Tu vois, donc c'était vraiment ça qu'on m'avait inculqué. Mais en fait, c'était très paradoxal avec ma nature. Parce que comme tu le sais, et pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes amis depuis plus de 25 ans maintenant. Ouais, même presque. Presque 30, mais je n'ai pas voulu dire le 30. Voilà. Mais du coup, soit pendant les réunions familiales ou les sorties entre amis, je suis toujours celle qui va faire des business, qui va lancer des idées, des projets. Je me souviens une fois, on était même à l'école et à la pause du matin, on nous vendait des gaufres. Ouais. Et je me suis dit, mais il faut faire un business de gaufres. Voilà, j'ai toujours fait des business dans ma vie. En tout cas, je n'ai pas fait, mais j'ai eu les idées d'avoir lancé comme ça des projets, des idées. Oui, on en a fait, toi et moi. Ouais, mais si je dois donner un exemple depuis le temps qu'on se connaît, rien que le fait d'être délégué de classe, d'entreprendre l'organisation, de délai prof, ça fait partie de ton caractère, clairement. C'est ça, exactement. Et donc, de lancer comme ça des initiatives et de lancer des projets. Mais donc, c'était paradoxal avec le fait de se dire, il faut un CDI, il faut faire des études, bien ranger. Les études, comme on en a dit dans certains épisodes, le droit, la médecine. Moi, ma réponse a été, ce n'est pas toi qui vas étudier, ce n'est pas toi qui vas faire le sang. Voilà. Donc, c'était très paradoxal et c'était très aussi compliqué à cette époque-là. Mais je voyais autour de moi, dans mon entourage, et notamment au sein de mon cercle familial restreint, dont mon père, qui était entrepreneur au final. Et aujourd'hui, toute ma famille est entrepreneur. Il a fait quoi, ton père ? Oula. Alors, ils ont eu que des établissements, au final. Pas mal, ils ont enchaîné des établissements. Et en fait, finalement, c'est en faisant le podcast, un des épisodes de podcast ici, que je distingue l'entrepreneuriat de l'indépendant. Voilà, c'est pas la même chose. Et donc, en fait, ma famille est plutôt dans l'indépendant. Ça, c'est une chose qui est certaine. Mais moi, j'ai toujours eu ce côté, lançons un projet, lançons un business, on lance une idée, on transforme, on crée. Voilà, ça a toujours été ça. Et puis, au final, mon parcours a été, j'ai plutôt suivi l'éducation qu'on m'avait inculquée. Et donc, j'ai fait les études. Tu as fait quelles études, pour être précise ? Alors, j'ai entrepris une année là, c'était la créativité qui parlait, en architecture d'intérieur. Ok, à Saint-Luc. Voilà, qui ne me correspondait absolument pas. Et donc, j'ai très vite arrêté cette année-là. Et puis, j'ai justement sorti un petit peu les compétences que j'avais et que je connaissais de moi à ce moment-là. Et ça, il faut préciser. Parce que tout au long de mon parcours, j'ai commencé à ressortir des choses
et des qualités, des forces et des pouvoirs, en fait, comme on dit. Et du coup, à ce moment-là, pour moi, c'était la créativité et le côté analytique qui ressortait beaucoup et qui Ok. était évident pour moi. Et du coup, ça te fait choisir quel... Marketing, voilà. Et donc, j'ai entrepris ce baccalauréat en marketing. Mais effectivement, quand tu sors de là, on a très vite les réseaux sociaux dont tu n'as pas appris toi dans ton parcours scolaire. Du coup, il fallait aussi un petit peu se rediriger. Et puis, j'ai commencé à travailler dans un showroom de distributeur de marques de vêtements, chaussures, accessoires. Ouais, donc, dans la mode. Dans la mode, voilà. Et donc, voilà, CDI, bien rangé, petite PME, parce que pour moi, ça me semblait accessible, plus dans ma zone de confort à ce moment-là. Et j'y suis restée plus de 5 ans. Mais en fait, là, j'ai eu pas un burn-out, mais un burn-in, à mon avis. C'est-à-dire qu'il y avait justement ce côté, ok, j'apprends, mais tu fais vite le tour, Ouais. au final. Et, mais il y avait cette étincelle en dessous qui disait, il y a quelque chose que... Il y a tu sais, comme quand tu as un feu, que tu dois remettre du bois, mais le feu, il est là Ouais. encore, tu vois. Et il y avait ce côté, il fallait que j'alimente ce feu, en tout cas. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai de nouveau entrepris un peu cette reconversion, mais cette fois-ci professionnelle. Et je me suis posé les questions. En quoi j'étais douée et toujours ce côté perfection, en quoi tu es douée, en fait. Et là, je me suis rendu compte que les gens venaient souvent à moi pour savoir comment faire. Ils avaient une idée ou un projet et ils voulaient avoir les clés de ouais, mais toi, tu ferais comment ça? Ou même les événements, les choses comme ça. On me demandait comment faire, comment agencer, comment opérationnaliser tout ça. Et comme j'aime bien la résolution aussi de problèmes et être le facilitateur, souvent, du coup, je me suis tournée vers la gestion de projet, qui était une évidence. Et la gestion de projet dans l'IT, plus précisément, parce que j'ai toujours aimé ce côté digital, IT, plateforme, application, etc. Mais au final, c'est toujours pas ça. Parce que, en fait, t'entreprends finalement ce changement, mais ce qui anime le feu, c'est l'entreprendre. Ok. En fait. Donc aujourd'hui, la conclusion pour toi, c'est que tu es une entrepreneuse. C'est ça. Ok. Du coup, aujourd'hui, qui es-tu dans TechSpace? Alors, on a cofondé ensemble le TechSpace et je suis directrice opérationnelle du TechSpace. C'est-à-dire que on va mettre en place des choses, des services, toutes sortes de choses en fait. On va mettre en place une équipe, on va mettre en place une coordination, des plannings. C'est vers moi qu'on va se tourner pour dire comment on fait. Voilà. Donc c'est ça aujourd'hui. Mais donc il y a 5 ans, on a entrepris ce projet qui aujourd'hui est une entreprise. Et en fait, je me suis aussi tout au long du parcours rendu compte que j'aimais la transmission, le partage et aussi le partage de ce qu'on a vécu, nous, dans les différentes phases des reconversions. Parce qu'il y a eu une reconversion d'études au début. Il y a eu une reconversion de mon CDI qui n'avait pas de sens vers un boulot qui avait un peu plus de sens, mais qui n'était toujours pas le sens. Et donc, tous ces parcours-là, il y a eu des outils, il y a eu des recherches de soi-même, il y a eu des mindsets à changer et il y a eu des discussions, des échanges, des ressources. Et tout ça, en fait, je me rends compte que ce qui finalement me plaît le plus dans l'aventure TechSpace, c'est vraiment de transmettre tout ce parcours et tous les outils qui, pour nous, aujourd'hui, sont d'une évidence, mais que c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Et donc, c'est un petit peu aussi comme ça que ça avait démarré à l'époque, en 2020. C'était qu'on avait toutes les deux, en fait, vécu une transition professionnelle et qu'on s'est rendu compte que trouver des réponses, aller chercher des réponses, c'est facile, mais trouver les bonnes réponses, c'était pas évident. Ouais. Et ça a commencé comme ça, qu'on s'est dit, mais en fait, si nous, on est dans ce cas-là, d'autres personnes Le sont aussi. Ça a commencé comme ça, puis le Covid a fait que on s'est Ça a rendu un peu compte accéléré les choses. que ça a accéléré. Le Covid a vraiment mis à nu tout le monde. C'est Si je peux vraiment dire ça. ça. Et qu'en plus de ça, il y avait
Il y avait ce côté digitalisation autour de nous, que les services se digitalisaient de plus en plus vu que tout était arrêté dans le monde et qu'on se rendait compte que nous, on maîtrisait un peu ce savoir Qu'on avait passé un cap et qu'il y avait des choses à donner aux autres. et qu'il y avait des gens qui n'avaient pas passé ce cap de la digitalisation. Et donc, il y avait ce côté aussi aider le citoyen à prendre conscience que le digital, c'est pas ton ennemi, mais c'est ton allié, qu'il fallait le connaître aussi, le maîtriser. Et donc, c'est un petit peu ces deux axes à la base qui nous a fait finalement commencer le train de TechSpace aujourd'hui. Ok. Moi, j'avoue qu'il y a d'autres éléments un peu plus en termes d'épanouissement personnel qui ont été à la source de la création de TechSpace. En plus de ce que tu dis, bien sûr. Clairement, les missions sont celles-là. Mais il y en avait d'autres et je pense que c'est un peu lié à mon parcours personnel. Raconte-nous un peu ton parcours, qui tu es, qui tu as été, qui tu es aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies dans une vie, d'avoir eu plusieurs centres d'intérêt et personnalités dans une seule vie. Et je pense que je suis une multipotentielle, si on peut dire ça comme ça. Je partirais du fait que j'ai une âme artistique et c'est l'artistique qui m'a emmenée à la logique et à l'analytique. Et en fait, mon cerveau jongle constamment entre les deux. L'intersection entre les deux, c'est que je suis une personne créative et que selon mon énergie du moment, je vais utiliser de la créativité pour la partie artistique et m'exprimer, ou je vais utiliser ma créativité pour solutionner des problèmes et pour un aspect plus intellectuel et analytique de business ou d'un problème ou dans le monde de l'entreprise. Donc ça a toujours été mon challenge. On se connaît depuis qu'on est en école primaire, donc tu connais assez bien mon parcours académique. Je ne vais pas le refaire pour toi, mais je vais le refaire pour ceux qui nous regardent. Donc j'étais plutôt bonne élève, bizarrement, parce que j'étais très turbulente. Je me faisais beaucoup virer de la classe. Je crois que tu t'ennuyais un peu. Je m'ennuyais, j'étais bavarde, j'étais agitée, mais j'étais très bonne élève. Maintenant, avec le recul, je m'en rends compte. Surtout en primaire, secondaire aussi, puisqu'on a fait 3 ans de latin ensemble. Donc, j'ai quand même eu un parcours sur les 3-4 premières années de secondaire assez très, 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 très bon. On était parmi les premières de classe. Ouais, on disputait même. Ouais. Et ça, c'est un truc que j'assume seulement maintenant parce qu'à l'époque, c'était pas très cool d'être une geek. Mais en fait, j'ai toujours été geek. Je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai toujours lu énormément. Mais c'est encore quelque chose que j'assumais pas parce que moi, je voulais aussi être très cool, très people. Et puis voilà, les réalités familiales, parce que moi je suis arrivée, je viens du Congo, je suis née là. Je parle de ça dans mon parcours parce que c'est important. Mon parcours d'immigration a fait que j'ai eu mes papiers très tard et c'est quelque chose que j'ai caché très longtemps. Donc je pouvais pas changer d'école et mon parcours académique, il aurait pu être très excellent si j'avais pas eu dans ma vie personnelle un gros chamboulement. Donc, le décès de ma mère biologique qui a fait qu'en fait, là, je suis devenue vraiment une mauvaise élève. Donc, j'ai switché de la bonne élève qui aimait l'école, en fait, et qui pouvait même des fois s'ennuyer parce que, voilà, si on n'avait pas un prof excitant, bah voilà, je fais mon truc et tu me casses pas les couilles. En fait, l'école m'intéresse plus du tout. Donc, moi, j'ai eu un gros décrochage scolaire de 5e, 6e. C'était très dur. J'ai vite commencé à travailler. J'ai commencé à travailler, j'avais 16 ans. 16-17, ouais, j'étais déjà vendeuse à côté de l'école. Par contre, il y avait toujours cette obsession de je dois avoir un diplôme. Donc c'est assez bizarre parce que tu sais, je pouvais faire 3-4 mois, j'allais pas en cours. Je travaillais d'abord chez Naf et puis COS et j'aimais beaucoup la mode. Et donc ça a été quelque chose d'assez difficile parce qu'à un moment, j'ai vraiment cru que j'étais pas quelqu'un qui était faite finalement pour les études.
Et c'est au fur et à mesure de mes rencontres et de certaines personnes. Et puis, le fait que toi, tu filais plutôt droit et tu sais, les gens que tu connais depuis très longtemps deviennent un peu des références. Donc, en fait, moi, mes études, j'ai juste pris une mauvaise habitude à partir de la 4e, d'être moins geek, moins stable. Et puis, voilà, j'ai quitté la maison très tôt. Donc, moi, l'UNIF, je vivais déjà seule, j'avais déjà des factures à payer, ma maison et tout ça. Et donc, j'ai fait l'UNIF en dents de scie, quoi. J'étais pas... Et je précise ça parce qu'on peut croire, tu sais, quand tu dis que tu fais de l'informatique, de la cybersec et qu'il y a un peu d'analytique, des maths et du codage, que tu as toujours été une très bonne élève. C'est pas mon cas. Par contre, j'ai toujours eu le sens... du métier, d'avoir une vocation, d'avoir une réussite professionnelle. C'est quelque chose qui est resté en moi. Je croyais vraiment que j'étais faite pour avoir un beau poste. Je n'ai pas honte de le dire. Enfin, maintenant, j'ai plus honte de le dire. Donc, j'ai choisi des études de droit en pensant que je m'exprimais bien, que j'étais assez littéraire, j'aimais lire, et que donc, ce serait bien pour moi. Et puis voilà, famille africaine, je voulais un peu impressionner mon père. C'était déjà galère que je reprenne et que j'ai un diplôme de 6e qui me permette d'accéder directement à l'UNIF. Parce que j'ai failli aller en professionnel avec des décrochages scolaires et tout. Mais tant bien que mal, j'arrive à l'UNIF. Aucune concentration, je ne fais que sortir. Donc, moi, les études, voilà, j'ai fait... J'ai fait 6-7 ans, enfin, tu vois, j'ai tourné en rond, mais je le faisais un peu à mon rythme. Tu vois, je fais 3 mois, je ne vais pas en cours, puis je reviens, et puis je me dis, allez, c'est pas bien. Et voilà, j'arrive comme ça, quasi à la fin. Je suis en stage dans un cabinet d'avocats et je faisais finalement, moi, j'avais choisi de faire un stage dans un cabinet de droit des étrangers. Donc, j'aidais les gens à avoir des papiers, quoi. Et ce qui faisait sens aussi. Ce qui faisait un peu sens avec le parcours que j'avais eu à ce moment-là, mais finalement, ça m'a fortement déprimée. Et je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Et j'avais encore ce côté un peu mode, stylisme et tout ça, qui fait vraiment partie de moi. Et donc, je me dis, tu sais quoi, je vais arrêter ça et je vais me lancer mon propre business. À cette époque-là, je me rends compte aussi, et je te l'avais dit, comme je l'ai mentionné, pour des raisons familiales, j'ai besoin de retrouver une partie de ma famille. Donc, je décide que je vais retourner au Congo et que je vais lancer mon business là-bas. Et en fait, au final, tu as aussi fait ce chemin de dire qui t'es. Oui, exactement. En essayant de me trouver, j'ai trouvé ma voie, en fait. Donc, j'arrête mon stage à la dernière minute. Donc, je valide pas du tout mon stage en droit. J'arrête tout. Je me rappelle, je viens chez toi, tu travaillais dans la mode à l'époque, je dis trouve-moi des fournisseurs encore, tu vois. Tout, ouais. Et on avait déjà à ce moment-là ce côté justement, j'ai envie de réaliser une idée, pam, comment je fais. Ah oui, alors là, on s'est embarqué. Et donc je viens chez toi et tu me donnes une liste de fournisseurs, je pars en Italie. On a fait un shooting. Exact, on met tout en place, on shoot. Une amie très proche devient mannequin en même moment de sa vie d'ailleurs, et donc moi je deviens directrice artistique à ce moment-là. Exact, et on fait un shooting comme ça un peu n'importe comment, mais et on me fait un site sur WordPress, mais bon, Shopify n'est pas encore lancé en plus à l'époque. Je crois que tout ça, on parle de ça, c'est 2014 quoi. Ouais. 2013-2014 si je me souviens bien, 2014, et donc je me lance et je vais au Congo. Avec mon site bancal, aucun système de paiement intégré pour la réalité de là-bas. Mon site, il est lourd, les photos sont pas optimisées, etc. Ça prend du temps à charger. Enfin, tu vois, c'est pas des choses que tu as tout de suite reliées. Exactement. Moi, j'ai aucune expertise là-dedans. J'ai jamais fait de e-commerce. Et je crois en mon idée et dans le choix des vêtements que j'ai fait et le fait de lancer le premier e-commerce congolais, entre guillemets. Mais je me plante. Mais totalement. Mais c'est là que je découvre en fait justement l'informatique, le développement. Je cherche des développeurs web, donc je commence à intégrer des cafés numériques. Je traîne avec des développeurs. J'en fais une obsession parce que en fait finalement je découvre que mon don à moi, c'est que je peux apprendre pas mal de choses. J'ai un côté créatif, mais surtout j'apprends vite.
Et je peux apprendre n'importe quoi si vraiment j'ai envie. Euh, et donc, je me lance là-dedans en mode obsessionnel parce que c'est mon moyen de survie, quoi. Et en fait, finalement, le e-commerce me mène aux intégrations de systèmes de paiement, le mobile money, etc. Et là, boum, la curiosité fait que je me rends compte quand je travaillais dans mon cabinet en tant que stagiaire dans le cabinet à Bruxelles, il y avait la problématique des données personnelles, notamment des étrangers, et le temps qu'on devait les garder, etc. Il y avait toute une nouvelle réglementation qui allait arriver. Et là, je commence à faire des liens. Dans le monde du paiement, ça se pose. À l'époque, je cherche du travail parce que mon site, il ne tourne pas. Et je tombe sur un job chez un fournisseur de systèmes de paiement, donc des ATM qu'on voit dans les rues ici ou bien au restaurant, les éléments, les lecteurs de cartes, quoi. Et lui, il est fournisseur Ingenico, que tout le monde connaît, mais ils ne font jamais attention, je pense, quand ils payent. Et ce distributeur-là, je le rencontre à travers justement ce monde un peu de l'informatique, des cafés numériques et tout. Et il cherche quelqu'un qui est un peu Client Success Manager. Et donc, moi, mon boulot, c'est d'aller parler aux clients qui ont le système de paiement et voir quels sont les problèmes et revenir auprès des développeurs pour les mises à jour, les problèmes techniques et tout. Et là, je commence à me rendre compte que je comprends ce qui se passe. Je comprends de plus en plus l'informatique, je vois les enjeux. Parce que travailler au Congo aussi, c'est pas facile. Je fais ça pendant 2 ans et je me rends compte que je dois atteindre une nouvelle expertise. Donc, je reviens en Belgique. J'ai d'abord une première formation, toujours auprès de mon ancien maître de stage, qui a aussi été un mentor énorme pour moi. Il est dans un programme à Namur, donc à l'université de Namur. Il y a un centre qui s'appelle le CRITS, qui est le centre de recherche droit et informatique. Et il m'a inscrit à un programme en me disant, écoute, avec l'expérience que tu as eue au Congo et ce que je sais de toi en tant que stagiaire, parce qu'il a toujours gardé contact, il était assez bienveillant. Viens, fais le programme qui aujourd'hui, c'est la loi RGPD, en fait, la réglementation sur la protection des données. Fais ça. Reçois la certification Namur et après, tu travailleras avec moi. Donc, finalement, je retombe un peu dans le droit et je me dis, c'est là que j'apprends aussi que non, Ornella, garde ta vision. Le droit t'avait dit que c'était pas pour toi. Donc, non, tu vois. Mais je travaille avec lui quand même un certain temps pour... T'as pas refusé tout de suite? J'ai pas refusé tout de suite, mais je savais que c'était pas la finalité. C'était transitionnel. J'avais besoin d'être active et d'avoir un job alimentaire. Mais je travaille avec lui quand même sur des projets de mise en conformité et tout, entre Kinshasa et la Belgique. Mais je sais qu'il faut que je me forme techniquement parce qu'en fait, à côté de ça, je cherche un peu quels sont les métiers de l'avenir. Et la protection des données, la cybersécurité, c'est l'avenir. Donc, par curiosité, je fouille. Et là, voilà, je trouve ma voie à ce moment-là, en fait. Et très vite, je me forme en tant que d'abord développeuse d'applications. Parce que je ne connais pas encore bien quel programme, quel roadmap installer, comment me reconvertir. Voilà, donc je prends plic-ploc les compétences. Donc je me forme d'abord dans la réglementation qui m'emmène au développement web. Donc je comprends le monde applicatif, je sais coder, mais je suis lente. Et puis moi, je considère que c'est pas exactement là où j'ai envie d'utiliser mes compétences d'avant et le job que j'ai envie d'atteindre. Le parfait Ikigai, c'était pas ça encore. Et donc, très vite, et puis aussi pour des raisons financières, parce que je suis partie, j'ai lancé un business qui a foiré, mais j'avais des dettes à payer, en toute transparence. Donc, il me fallait un job où j'allais pouvoir très vite me reconvertir et gagner ma vie. Et donc, ça a été très stratégique de décider tout de suite que j'allais me mettre dans la cybersécurité parce que je savais que ça payait bien, mais qu'en plus, j'avais déjà un certain background que je pouvais réutiliser. Et donc, je rajoute une formation en sécurisation des systèmes informatiques en cours du soir en anglais. Ça a été un putain de challenge, mais j'y arrive. Et donc, avec le networking, le réseau, le milieu dans lequel je rentre à ce moment-là en Belgique, on me propose un poste chez Fortis. Et c'est là que ma vie de consultante a commencé parce que tout de suite, voilà, c'est une grosse banque. C'est une demande. C'était une demande qui était là. J'avais déjà des bonnes références parce que j'avais fait le programme à Namur. Et donc, voilà, j'ai pu optimiser 2 ans et demi au Congo
d'aller-retour, de chipotage pour finalement me positionner en tant que consultante. Et à ce moment-là, la consultance, c'était pas connu. Non, c'était pas connu. Dans notre milieu et dans En tout cas, de là où nous on vient, c'est ça, grandissant à Molenbeek, et à ce non, moment-là clairement non pas. plus, c'était pas connu. Donc c'est vrai qu'il y a eu... T'as surfé sur la demande, en fait. Une demande, c'est ça. C'était encore l'époque où moi, j'ai commencé quand même à facturer très vite en tant que freelance. J'ai pas été employée. Après 1 an et demi, je commençais à faire de la consultance pour des demandes de licence bancaire parce que j'avais cette expérience-là sur le paiement et tout. Et en fait, mon CV, c'est le secteur financier. Aujourd'hui, sur mon CV, je n'ai rien fait d'autre que des banques et des assurances ou des grands groupes. En plus de ton expertise. Qui sont dans le système boursier, donc Euroclear, etc. C'est une approche comme une autre. Et c'est une spécialisation que j'ai choisie de façon un peu délibérée. Et Techspace arrive au milieu de tout ça quand je me dis, je suis toute seule dans mon milieu. De là d'où moi je viens, les gens qui me ressemblent ne connaissent pas ce monde. Et donc clairement, il y avait un problème de représentation, d'inclusion. Pourtant, il y a des opportunités. Et tu sais, à ce moment-là de ma vie, j'avais un bon succès professionnel. Je commençais à gagner très, très, très bien ma vie. Je m'amusais beaucoup, je voyageais et tout, mais je n'avais pas la part d'épanouissement dont j'avais besoin, de sentir que mon métier fait du sens autour de moi. Et ça a été toujours quelque chose dans ma personnalité où j'avais besoin de ça. Donc ça, c'est un peu pourquoi Techspace, pour moi, a aussi été mis en place. Il faut que je transmette ce que moi j'ai vu, observé et que j'ai réussi à passer comme cap pour qu'il y ait plus d'inclusion, de diversité dans ce secteur-là. Il y a un message et un besoin, en fait. Et puis aussi, un besoin de contact humain et d'être utile au-delà de juste bien gagner sa vie, etc. Moi, je me dis, aujourd'hui, Techspace, ça a été plusieurs choses. Aujourd'hui, pour toi, comment tu définirais ce qu'on fait au sein de Techspace ? Nous deux ? Ouais, c'est quoi notre mission, quoi, tu vois ? Ouf. En tout cas, pour le moment, de ce qu'on vit là maintenant, parce qu'il faut aussi expliquer un petit peu ça fait 5 ans qu'on a lancé ça. Au début, on avait chacun nos moteurs, on lançait une initiative ensemble. Donc il a fallu aussi comprendre un petit peu nos synergies ensemble et individuellement. Il fallait comprendre aussi le sens de où on allait et pourquoi on allait là-bas, tout en essayant aussi de se faire connaître au final, de dire oui, on existe et on lâche pas surtout. Ça, c'est un de nos traits caractères qui nous définit de toute façon toutes les deux qu'on a en commun. On dit souvent qu'on est complémentaires, on dit souvent de nous qu'on a un duo un peu de choc yin-yang, c'est vrai. Mais là où on se ressemble, c'est qu'on lâche pas. On lâche pas. Et donc, la mission à la base et notre rôle au sein de Techspace, c'était vraiment de dire cette entreprise, cette mission, les valeurs qui sont rattachées, on y croit. On partageait cette croyance avec des gens, et c'est toi surtout, qui a rencontré des gens au cours de ton parcours, qui a transmis aussi cette volonté de « on veut faire ça, est-ce que toi tu y crois, moi j'y crois ». Et il y a des personnes aujourd'hui qui font partie du noyau, comme on l'appelle entre nous, qui sont aussi porteurs, et j'aime bien dire ce mot, parce que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, que tu lances une société, tu portes aussi à bout de bras. Parfois beaucoup, parfois moins, tout dépend des périodes. Et donc au début, ça a été vraiment, on était des porteuses, clairement. Il fallait qu'on porte tout ça. On avait beaucoup d'ambition aussi, donc il fallait qu'on assume et qu'on porte cette ambition et qu'on s'entoure aussi par rapport à ça. Aujourd'hui, notre mission, à toi et à moi, c'est surtout de faire en sorte, en tout cas pour moi, mais je pense que on sera complémentaires encore une fois là-dedans, mais c'est surtout d'apporter l'équilibre et le sens, tu vois. Parce que on s'est rendu compte que, oui, la mission peut séduire de prime abord, et donc ça peut vite emballer plein de gens au final.
Mais on se rend compte qu'au fond, il faut qu'on partage les mêmes valeurs et il faut toujours trouver ce sens et garder ce sens. Et aujourd'hui, nous, notre mission, c'est aussi de transmettre à l'équipe et aux futures équipes, en tout cas, l'équipe aujourd'hui qu'on a transmettra aux futures équipes. Mais aujourd'hui, notre mission, c'est de transmettre cet équilibre de sens, de mission et de juste, tu vois, tout en mettant en place un système qui fait que, voilà, TechSpace dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, on en parlera encore. Donc voilà, c'est un peu notre challenge là pour le moment. Ouais, je crois que je vois ce que tu veux dire d'un point de vue de notre rôle au sein de l'entreprise, mais là où moi je voulais en venir, c'est que TXP, sa mission aujourd'hui, c'est accompagner des personnes qui veulent se reconvertir dans les métiers de l'IT et d'une manière à leur apporter des réelles opportunités et de faciliter l'inclusion dans ce secteur à travers plusieurs valeurs. C'est clairement le travail, la communauté et la mise en réseau. Très important. Pourquoi on serait différent de certaines structures qui font autrement ? C'est tout simplement parce qu'on part d'une expérience vécue, quoi. Et moi, ce qui fait que aujourd'hui, je me sens épanouie ou en tout cas que je trouve qu'il y a du sens à porter ce projet encore 50 plus, c'est parce qu'en fait, je le disais tout à l'heure, voir une personne venir avec juste une graine d'idée, une envie vraiment, et de le voir justement germer pour ensuite s'épanouir, pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus gratifiant en fait. Non pas en vendant juste de la formation comme ça, mais en vendant vraiment un accompagnement 360 en fait. Tu vois, où tu as vraiment des personnes avec qui on va travailler le mental, les compétences et la confiance pour aller vers leurs objectifs. Et en fait, ce qui est un peu dur des fois dans cet aspect-là, c'est ne pas prendre la quantité, mais la qualité. Ouais. Parce que il y a plein de gens qui vont voir, tu sais, c'est comme aujourd'hui l'entrepreneuriat, les infopreneurs, etc. Tu as une compétence, vends ta formation 500 € et deviens libre financièrement. C'est très bien. Tu vois, parenthèse, même dans nos réponses, on est complémentaires au final. Parce que moi, j'avais vu la question différemment. Mais oui, et c'est pour ça que justement, je viens compléter ça. C'est qu'aujourd'hui, donner clairement une réelle expertise et de manière vraiment globale, c'est-à-dire vraiment la compétence, le réseau pour y arriver, parce que tu peux faire tout ce que tu veux en termes de formation, tu peux même enchaîner les formations, tu ne sais pas comment actionner. Ce package. Exactement. Entre la certification que tu as reçue et actionner cette certification pour la mettre en valeur et l'utiliser dans le marché de l'emploi, il y a tout un monde. On le sait, on a vécu. Exactement. Et ensuite, même quand tu arrives là, c'est comment tu arrives même à te faire entendre de certaines de ces boîtes-là. Comment tu te rends visible dans la masse, le mentorat, le réseautage. Et comment, justement, ce mentorat peut te faire gagner du temps OK, il y a beaucoup de choses à apprendre, mais si tu veux te positionner d'abord, gagne du temps en faisant exactement ça. Et cette optimisation-là, pour moi, c'est ça le vrai intérêt de TechSpace, c'est vraiment faire gagner du temps aux gens, mais des gens qui veulent vraiment, qui veulent y mettre de l'énergie et qui comprennent qu'en fait, c'est accessible, mais c'est un travail de longue haleine. Et moi, c'est ça qui me motive et que je trouve hyper stimulant dans ce qu'on fait. Et aujourd'hui, pour revenir à ce que toi, tu considérais être nos missions aujourd'hui, dans nos rôles respectifs, donc que ce soit toi responsable des opérations et vraiment de la coordination globale des équipes, de la boîte et de l'opérationnalisation des stratégies, moi, je me dis, dans la partie maintenant vision, stratégie, développement de la boîte, mon rôle aujourd'hui, c'est d'être toujours à jour sur quels sont les prochains enjeux
dans un mix dans ce secteur de cybersécurité et dans les enjeux de recrutement et de ce que les entreprises veulent aujourd'hui. Et parce que c'est un truc qui a été un peu un élément clé dans notre transition professionnelle et qui a fait que ça a réussi. Je pense que si on fait pas attention à ce qui est attendu, ce qui est demandé, en fait, on ne sera pas forcément être des accompagnatrices ou des accompagnateurs. Ou alors il y aura un décalage. Exactement, efficace. Et en fait, c'est ça le vrai enjeu, c'est qu'il y a un vrai gap. Il y a plein de gens qui se lancent, qui veulent se reconvertir. Et en fait, même dans la reconversion, après, ils se retrouvent encore seuls, en fait. Parce qu'ils n'ont pas le réseau, parce qu'ils ont peut-être la formation, mais c'est une énième formation enchaînée, etc. Ils ne savent pas comment se vendre et ils n'ont pas conscience que en dehors d'avoir acquis une compétence, il y a des choses à développer en soi, dans son et on l'a vécu, tu vois. On l'a vécu vraiment. Et ça, c'est pour toi, par exemple, quelles sont les compétences qui n'ont rien à voir avec le côté technique, mais que tu as dû développer pour aujourd'hui être à la tête d'une boîte et aussi avoir cette expertise et rentrer dans le monde de l'IT. Allez, 3 trucs. Mais donc, pour la petite histoire, moi, j'ai commencé par un certificat en digital marketing. Et donc, je suis passée par la case indépendant en stratégie digitale, création de contenu. De base, j'avais aussi cette notion, en fait, de dire... Tu te certifies, tu valides tes compétences et c'est bon. Là où, justement, on l'a vécu toutes les deux, chacun de façon différente, c'est que tu te rends vite compte qu'il n'y a pas que la théorie et le diplôme qui est important, en tout cas la validation des compétences, mais c'est aussi de creuser en toi et de sortir des choses. Et donc, moi, ce que j'ai appris à sortir, justement, et à nous mener aussi là où on est, c'est la première chose, c'est d'éviter ce syndrome de l'imposteur. Que déjà, c'est générationnel, à entendre aussi un peu le différent. Après, je t'avoue que moi, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de concepts dans cette génération-là, syndrome de l'imposteur, etc. Je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais maintenant, avec du recul, j'ai l'impression que c'est une pression de perfection comme ça qui fait que, en fait, tu es censé arriver prêt. Mais personne n'arrive prêt. Comme tu sais, il y a cette expression, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà, donc, exactement. Et donc, cette notion de dire, mais j'ai pas fait, mais j'ai pas 5 clients, mais pourquoi 5 et pourquoi pas 1, c'est suffisant, tu vois. Et donc, c'est sortir en fait de ce côté ancré qui tournait trop mon mindset. Des pensées limitantes, en fait. Donc ça a été un vrai challenge de dire, mais en fait, c'est ça, je peux. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. Et alors, d'agir en conséquence. Et ça a été... tu le sais, je pense. Ça, on a eu pas mal parce que, oui, nous sommes amis, mais on a aussi eu des frictions. Sinon, ce serait pas marrant. Mais c'était surtout OK, tu le penses, mais tes actions vont pas avec ta pensée. Donc moi, ça a été mon challenge, et c'est mon challenge de tous les jours, d'associer tout le temps mon mindset à l'action. On est très, pour le moment, dans on active, on actionne, on arrête de parler. Mais moi, ça a été toujours ça. J'ai toujours rêvé, j'ai toujours parlé. On va faire ça. Le business, il peut être comme ça. Et ça peut être une gymnastique, tu sais, qui crée de la dopamine dans ton cerveau. Et en fait, tu as l'impression rien que dans l'excitation de l'idée, tu as le sentiment que tu as réalisé. Mais en fait, tu passes ton temps à avoir des idées, tu n'actionnes rien. Et comme on m'a nourri de ça, donc moi, en ayant ces idées à tout va, et les gens en venant me demander comment je peux faire ça, du coup, ce qui fait que je parlais beaucoup. Je donnais des conseils, les gens y arrivaient. Aujourd'hui, j'ai été moi-même mentor à plusieurs personnes qui ont entrepris des choses, qui m'ont demandé aussi des conseils, avec qui on a fait des plans, etc. Donc, par la force des choses aussi, je suis devenue coach. Et ça, c'est quelque chose dans la transmission que je veux aussi garder. Mais du coup, c'était toujours pour les autres. Et donc, moi, vraiment, ce que j'ai dû sortir de moi, c'est
mettre l'action avec le mindset que tu es en train de développer. Donc, c'est bien Ouais. de développer un mindset et s'ouvrir, mais en fait, il faut actionner la Ouais. chose, tu vois. Désolée, ça va être un peu cru, mais le côté branlette intellectuelle, Ouais, bah il oui, faut, bien il faut sûr, arrêter un c'est ça. peu. Et j'étais à bonne école, hein, ça. Mais, Voilà. mais oui, mais tu sais, je pense que c'est vraiment le piège de n'importe quel junior entrepreneur. Tu vois, Mhm. tu vas lire des bouquins, tu vas théoriser, tu Tu fais vas des beaucoup plans, écrire, ouais, c'est ça. et en fait, tu fais rien. Et en fait, tu es déjà satisfait de tes 10 000 plans. Mhm. Et le fait d'actionner comme ça, c'est quelque chose finalement qui te paraît insurmontable parce qu'en plus, ton plan, il est déjà très compliqué. Mais c'est ça. Et la première action à poser, tu n'y arrives plus Ça t'as parce l'impression que que c'est ça devient insurmontable. déjà trop grand. C'est ça. Exactement. Et moi, de ce que j'ai pu garder, que je trouve 3 éléments essentiels pour réussir dans l'entrepreneuriat ou dans une reconversion professionnelle, c'est 1, rendre ton esprit flexible. La première chose qui a été vraiment essentielle pour moi, c'était de me regarder dans le miroir et de me dire, change de façon de penser. Arrête. Change. Fais table rase de ce que tu penses savoir. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'a changé et qui a justement réactivé, quand je te disais par rapport à mon parcours, a réactivé mon esprit curieux et cette jeune fille qui était très geek, très ouverte à emmagasiner plein d'informations et jongler avec. Cette flexibilité d'esprit, pour moi, c'est un élément hyper important. Et ensuite, quand tu es flexible, maintenant, avec ça, ton imagination et donc ta capacité de visualiser les choses, tu crées clairement une vision pour toi-même. Il n'y a pas C'est beaucoup plus clair. moyen de se faire coacher sans intention personnelle. Mhm. Enfin, je trouve qu'à un moment donné, c'est juste se pomper de l'énergie et se parler pour ne rien se dire pendant 6 mois, 1 an. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas aller en coaching avec des personnes qui, clairement, elles ont besoin d'éclaircir leur vision, mais elles en ont au moins une. C'est-à-dire que tu pars d'une envie profonde, une idée qu'on va peaufiner ensemble. Ce fil rouge dont on parlait. Exactement. Mais je ne peux pas remplir ta tête. Et je ne peux pas te donner la vision pour toi-même, en fait. La vision peut être confirmée, elle peut être adaptée, elle peut être améliorée, optimisée. Et c'est à ça que sert le coaching, mais il faut partir d'une envie et d'une idée qu'on a pour soi-même. Et ça, je pense que c'est ce qui fait qu'après, on arrive à quelque chose qu'on entreprend et qu'en plus, tu arrives à être aligné sur où tu vas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des projets et tu vas te retrouver embarqué dans les projets des autres. Tu ne vas même pas voir d'où ça vient. Et tu en as parlé parce que tu disais tout à l'heure, j'étais coach, on venait à moi pour solutionner et opérationnaliser des choses parce que clairement, on voyait que il y a une soirée, on va demander à Pam, elle sait qui appeler, elle sait trouver un portier, un truc, une salle, tout. Enfin, tu vois, les gens qui sont un peu des toolbox comme ça. Et je pense, moi, je t'appelle un peu toolbox. Mais tu vois ce truc, et en fait, les gens savent comment utiliser ta propre énergie, tes propres talents, et toi, tu sais pas. Et ça, c'est par manque, des fois, de vision de soi-même et de connaissance de soi-même. Donc, pour moi, c'est le deuxième élément essentiel, c'est avoir une vision pour soi-même. Et puis, le troisième, on revient à ça, c'est agir plus qu'autre chose. Ouais. C'est être OK avec une action imparfaite. Et ça, par contre, ça a été mon plus gros combat, et je vais dire jusqu'il y a peut-être 1 an ou 2 avant qu'on passe à un certain cap avec Textpace, qu'on arrive vraiment à avoir une équipe fixe, stable, et qu'on passe de consultante qui vend son temps pour de l'argent à quelqu'un qui crée un service, une entreprise qui a une activité, des services clairs, une équipe, des salaires, tu vois, une structure avec un vrai programme, etc. Mais j'ai dû accepter que ça n'allait pas être parfait tout de suite. Qu'il fallait d'abord au moins tester un premier truc. Et puis voilà, et si ça ne va pas, on améliore et on fait qu'observer tout ce qui ne va pas. Ça n'a pas été évident, ça. On a eu chacun nos challenges dans la construction de cette aventure. Et c'est vrai que toi, ça a été ça. Ouais, moi, c'était vraiment arrêter de stimuler mon esprit à la vision. Et alors, je passe mon temps dans la vision.
à faire des stratégies, on est là samedi, dimanche, on parle, on va faire ci, on va checker, machin. Et en fait, on n'actionne rien jusqu'au moment où, je pense qu'il y a 2 ans, on est passé un peu plus de petites actions comme ça, un peu timides, à boum, on place le truc et on y va. Et donc ça, pour moi, que ce soit dans une reconversion pour devenir employé ou changer de métier, ou dans une reconversion professionnelle en tant qu'entrepreneur, c'est un élément essentiel. Fais quelque chose, mais fais. Et puis ajuste, etc. Mais il faut passer à l'action à un moment donné. Tu as une vision, tu passes à la formation. La formation, c'est une chose, mais dans l'informatique, il faut mettre les mains dedans. Ça veut dire que tu dois coder, tu fais du réseau, tu dois créer un mini-réseau, tu fais de la sécurisation, tu dois essayer de Ouais, sécuriser tu restes pas quelque dans la chose. théorie. Voilà, l'informatique, c'est pas de la théorie. C'est peut-être 30-40% de théorie et tu y retournes dedans que quand tu as des bugs et tu as des blocages. Et ça, c'est vraiment un élément que je pense que les gens qui se lancent et que nous, des fois, on accompagne, je vois qu'ils n'ont pas conscience de ça. Et des fois, ils ont encore un esprit assez académique. Tu sais, l'école classique de j'apprends, je redonne du par cœur. Et donc, on m'a donné mon diplôme sur ma capacité à restituer le par cœur. Et j'ai tout fait, quoi. Et je sors de là. Et c'est pour ça que, tu sais, dans les départements informatiques, 3/4 des gens, et je peux t'assurer, 3/4 des gens qui sont là, ne sont pas des diplômés en informatique, ce sont des faiseurs qui ont un parcours mais complètement atypique, mais ils savaient mettre les mains dedans. Et vraiment, pour l'avoir vécu, c'est ça, tu vois. Ouais, non, complètement. Et il y en a très peu qui ont fait ça comme étude. Aujourd'hui, parce que quand tu regardes les programmes du dans NIF, administrateur réseau ou des choses, comme ça. Mais quand tu regardes un parcours du NIF, aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui se créent, qui sont adaptés plus ou moins au monde de l'entreprise, mais ça va tellement vite que aujourd'hui, tu vas à l'UNIF, tu n'as pas une spécialisation cloud. Hein. Non, et pourtant, c'est ce qui est demandé le plus. Aujourd'hui, tu vas demander un gars qui fait de l'informatique, il ne sait pas faire de l'automatisation de système, tu vois. Il a appris Python, mais va lui demander d'écrire un script pour automatiser ça reste quelque généraliste. chose. Ça reste, et dans ce que tu disais, le faire, je crois qu'il y a aussi, ça va en complément de ça, c'est pouvoir sortir de sa zone de confort, du coup. Ouais. Et ça, c'est important aussi, je pense, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans une reconversion professionnelle. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on veut changer. C'est un premier moteur. Il y en a d'autres, comme par exemple, on a eu le témoignage de Stella, qui, elle, c'était la curiosité qui l'animait. Donc, chacun son moteur. Okay, ça, c'est certain. Mais maintenant, c'est en complément, tu dois pouvoir te dire, je sors de ma zone de confort parce que, on le voit avec nos apprenants, les personnes qu'on coach, il y a des éternels élèves. On les appelle comme ça. Les éternels élèves, ouais. Et c'est-à-dire que ces personnes-là vont enchaîner les diplômes, les certifications, l'apprentissage, ad vita aeternam. Et en fait, ils ne font pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sortent pas de leur zone de confiance. Alors, la nuance qu'il faut donner, c'est que quand apprendre, ce n'est pas encore pratiquer. Tu peux pratiquer et pendant que tu pratiques, tu apprends. Mais emmagasiner de la théorie, ce n'est pas être capable de faire. exact. Et c'est quelque chose d'encore plus fort et plus concret, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans l'informatique. Tu ne sais pas si tu sais vraiment faire tant que tu ne t'es pas confronté concrètement à l'action. Et, et donc, ces éternels élèves sont, encore une fois, comme tu dis, dans une zone où mais j'ai appris, hein, j'ai passé ma certif, mais si je te mets dans la réalité du terrain, tu sais pas. Est-ce que tu sais faire? Et tu sais, c'est quoi le blocage, je crois, aussi, pour répondre à ce que tu viens de dire ici, en tant qu'éternel élève, c'est l'incapacité à s'auto-analyser et à s'auto-critiquer, mais d'une façon constructive. Je ne parle pas de critique pour se descendre ou s'auto-saboter, c'est de dire, je sors de moi-même, je m'observe fonctionner, j'observe le rôle et les métiers dans lequel j'ai envie déjà, dans lequel j'ai envie d'exceller ou d'accéder, auquel j'ai envie d'accéder, et je regarde le gap. Et la plupart du temps, les gens vont se dire, ah, mais si j'ai besoin de cette certification. Ouais, d'accord. Mais quelles sont les compétences comportementales que tu n'as pas encore?
Et qu'est-ce que tu peux faire au quotidien à part lire qui fait que tu peux prouver que tu sais faire? Et on en revient, tu vois, à qu'est-ce que toi tu sais faire et qu'est-ce que tu ressors du chapeau. Exact. On en revient à ça parce qu'en fait, que ce soit toi ou moi, ou même toutes les personnes finalement qu'on a coachées, ou certains entrepreneurs ou experts qu'on invite, soit à des moments d'échange, dans le mentorat ou ici, lors des podcasts, on a tous cette chose en commun, c'est qu'on peut au moins te citer 2 super pouvoirs. Ouais. Et en fait, si tu poses la question à soit ces éternels élèves ou les gens qui, au final, entreprennent un changement de direction, mais qui n'aboutit pas pour eux, on m'a dit ça comme ça, ne sait pas te dire quel est ton pouvoir et quel est le lien en fait que tu fais avec ça. Avec là où tu veux aller. Et en fait, c'est encore plus fort puisque j'aime bien ce que tu dis, c'est comment mes compétences et mes forces vont être utiles au poste, à l'expertise que j'ai envie d'atteindre. Qui je dois devenir pour exceller dans cette position. Il leur reste que en fait, la plupart du temps, il n'y a que l'envie qui est la source, le fuel, l'essence qui les motive à étudier, etc. Mais l'essence, l'envie que tu peux avoir d'atteindre un certain idéal n'a aucun intérêt tant que tu ne sais pas exactement qui tu dois devenir pour être éligible et crédible dans cette position. Et peut-être que ça peut être que 50-60%, hein, mais c'est une composition de plusieurs choses. Il y a un savoir-être que tu dois avoir en plus pour pouvoir exactement avoir cette position d'expert. Qu'est-ce qui fait un expert? Finalement, c'est un intérêt profond pour le métier qu'il a. Et beaucoup de gens veulent atteindre un poste pour des intérêts pécuniaires, pour des intérêts de flexibilité, de liberté dedans. Et c'est ce qu'on entend tout le temps, hein, tu sais, quand on fait les sélections. Pourquoi tu fais de la cybersec? Parce que c'est assez en demande, il y a du travail, mais il y a du travail aussi, je sais pas moi, il y a du travail dans la fibre, tu vois? Il y a du travail, dans des métiers de l'ébénisterie, c'est les métiers en perte de talent, en pénurie. Pourquoi la cybersec? Ouais, mais en plus ça paye bien. Ah oui, mais pourquoi on te payerait toi 500-600 € par jour? Qui es-tu? Quelle est quelle est ta plus-value? Qu'est-ce que tu mets sur la table? Ou en tout cas, qu'est-ce que tu mets en place pour devenir cet expert qu'on va payer 500-600-800 € par jour de prestation? Et encore là, je parle des freelance, mais bon, Ouais. ça peut être une moyenne en tant qu'employé de 3 000-4 000 parce que tu sais bien, ah oui, il paraît que ça paye 3 000 € minimum. Oui, pour certains qui ont qui ont de quoi vraiment apporter de la valeur à une entreprise, d'ailleurs. Et tu vois, là, c'est important ce que tu dis. Parce qu'en fait, justement, il y a des gens qui ont cet a priori de dire je fais de la cybersec parce que je vais démarrer à 3005 net en CDI en pensant le cadre salariat. Et en fait, ils se rendent compte au moment de faire les interviews qu'on leur propose 2002-2004. Pourquoi? Parce que comme tu dis, ils ne se sont pas démarqués et que c'est un talent dans la cybersec comme un autre et qu'en fait, on leur propose le barème. Et c'est là où ils arrivent à une frustration. Et l'année que tu as entrepris à étudier, à te transformer, tu te dis, mais il faut ça pour rien. Pour avoir 2002, 2003. Et c'est la réalité aujourd'hui, parce qu'il y en a qui ils m'ont été confrontés certainement à ça. Et bien sûr, mais le truc aussi, c'est que la reconversion professionnelle sans recherche d'expertise ne te met que encore dans le commun des mortels. Et il y a cette notion que moi j'ai appris au fil de la reconversion professionnelle, tu sais, c'est les high income skills. Et en gros, en français, c'est euh, des compétences qui amènent un certain niveau de salaire. Et il y a plein de gens qui aujourd'hui partent d'un métier pour ce qu'ils ne voulaient plus avoir, ce qu'ils ne veulent plus subir, voilà, pour les prochains intérêts, sans comprendre comment ils doivent se créer un profil d'expertise pour être en demande, pour être quelqu'un d'attractif. Et en fait, tant que tu fais pas ça, aujourd'hui, un monteur vidéo qui sait faire certaines choses va gagner beaucoup plus ou autant qu'un directeur, par exemple, ou un manager dans une boîte. Tu vois, un expert en cybersec qui est très spécialisé dans un certain domaine, qui a certaines certifications, va gagner plus que son manager, surtout s'il est freelance,
plus que son manager, qui est en train de gérer toute une équipe. Ouais. Et donc, à un moment donné, oui, ça, c'est intéressant. Oui, ça donne envie. Oui, et c'est une vérité que c'est un secteur qui gagne super bien et tout. Mais t'es qui? Tu vois? Et on dit toujours qu'aujourd'hui, les recruteurs te recrutent à 60% sur ce que tu es et seulement 40% sur ce que tu sais faire. Et c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ça, que tu peux étudier la cybersécurité, le cloud, la gestion de projet, peu importe. Ou tu peux lancer un business. Qu'est-ce qui fait qu'on va venir acheter ton produit plutôt qu'un autre? Aujourd'hui, dans ce qu'on connaît, à l'Internet, le monde va de plus en plus vite. Pourquoi on va vers toi? Pourquoi on va te payer toi? Pourquoi on va te choisir toi? Je disais la notion de plus-value payante, valorisante. Pourquoi, oui, tu vas faire de la cybersécurité, ok, mais et après? Parce que la cybersécurité, ce sera comme le web dev à un moment donné, c'est que tout le monde va en faire. Et qu'à un moment donné, il y en aura trop, et qu'on te payera toi parce que tu seras full stack. Donc ça veut dire quoi être full stack dans la cybersécurité? Et il n'y a pas moyen de se démarquer différemment avant et d'anticiper. Exactement. Et qu'est-ce que ça demande de devenir full stack? Tu vois? Et peser le truc. Et donc, le vrai challenge que nous, on a aujourd'hui, c'est de faire comprendre que si on t'accompagne, c'est pour te créer un profil d'expertise et c'est pas juste pour te faire rentrer dans un secteur où tu as entendu parler de tous les avantages qui sont là, oui, C'est ça la nuance de t'expliquer. exactement, mais ces avantages-là, qu'est-ce que tu fais pour devenir cette personne qui va bénéficier de ces avantages? Comment tu fais pour te démarquer? Comment tu fais pour, tu sais, on accompagne des personnes et elles, on leur dit, mais il faut l'anglais. Ah, et quoi en fait? Dans un monde international où le standard de base dans l'informatique, c'est l'anglais, le langage de l'informatique, c'est l'anglais, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Tu vois? Qu'est-ce qu'on fait? On rêve ou on te dit la vérité et tu prends toute ton énergie à t'obséder à devenir bilingue? Tu vois? Moi, je prends souvent l'exemple que nos parents, ils sont arrivés adultes, des immigrés adultes. Donc, c'est pas qu'ils sont arrivés ici bébés, ils sont arrivés adultes, ils ont dû apprendre à écrire, à lire le français, qui n'est pas leur langue de base. Donc, toi, là, pour gagner ta vie, parle anglais, fais quelque chose, quoi, tu vois? Ça va pas, c'est pas parce que tu es gentil, hein, ou parce que tu as eu le papier. Combien de gens ont le papier aujourd'hui? Et c'est ça aussi le piège de des études accessibles et du monde un peu associatif, parce qu'il faut en parler. On dit aux gens: «Venez, la tech, c'est pour tout le monde» et oui, mais c'est pour ceux qui sont, hargneux, c'est pour ceux qui se bagarrent, c'est pour ceux qui se démarquent. Combien sortent de formations et ils ont du mal à accéder au monde de l'entreprise et et je suis quand même, à un stade où j'ai envie qu'on le dise, hein, en fait, parce que je crois qu'on le slogan, «Venez comme vous êtes et c'est accessible à tous», viens comme t'es mais sois prêt à changer. Mais non, mais vraiment, Non, attention, viens comme t'es, en sachant qui tu es. déjà, en sachant qui tu es, comme ça, si tu sais que tu es nul en anglais, sois prêt à devenir meilleur. Quand je veux dire changer, c'est pas changer dans le sens du tout au tout et devenir négativement quelqu'un d'autre. Ça veut dire t'améliorer, optimiser qui tu es. Tu vois? Viens optimiser qui tu es et si au final tu sais qu'à moitié qui tu es, c'est pas mal non plus parce que nous, faut pas dire non plus qu'on savait tout. Non, non, mais il y a les outils, justement. C'est tout l'objectif de l'accompagnement. C'est, je l'ai cité, il y a Johari, il y a Ikigai, on a cité comme ça un peu d'outils. Et c'est justement tous des outils qu'on transmet dans le cadre de l'accompagnement, le mentorat, et c'est très important pour te dire, tu peux ne pas te connaître à 100%. C'est pas une faille en soi. Mais aujourd'hui, être prêt à faire ce travail, c'est la clé. Ouais. Il faut commencer par là. Et comme tu dis, c'est la flexibilité d'esprit. C'est de se dire, ok, je vais vers un domaine d'expertise que je ne connais pas, d'où je vais apprendre, mais c'est pas tout seul challenge en fait. Exactement, je pense que c'est Cornelia qui le disait bien, dans un des Tech Career, Conseils, Mentor. Ouais. Elle disait: «Le plus gros challenge finalement, dans le monde de l'IT, c'est le savoir-être». Parce que les compétences, toutes les 2 ans, tu dois en acquérir d'autres, en fait. Mais savoir
qui tu es et comment t'améliorer et t'optimiser et avoir un caractère qui fait que tu sais travailler en équipe, tu sais communiquer ce que tu sais. Il y a aussi ces élèves-là qui savent et qui ne savent pas le communiquer. Alors ça n'existe pas si c'est dans ta tête. Et ça, c'est un truc, par exemple, où un jour, je suis arrivée en coaching avec Stella, qui était là dans l'autre podcast, et je lui ai dit, Stella, je m'en fous que tu sais, si tu sais pas me prouver que tu sais. C'est aussi simple que ça. Tant que c'est dans ton esprit, ça n'existe pas. Si toi et moi, on ne peut pas l'observer, ça n'a aucune valeur. Et alors, elle me regardait en mode, et je dis, arrête de douter, ose-le là. Et on regarde autour, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est quoi la solution que tu proposes? Et tu sais, on était sur l'argumentation, quelle serait la solution cloud que tu proposerais à tel client? Et selon ses besoins en termes d'élasticité, de nombre d'équipes, de flexibilité, etc., il y a plusieurs types de produits cloud que tu peux proposer. Et tu sais, elle tâtonnait un peu. Et donc, je sais qu'elle sait. Mais cette capacité tu vois, à exprimer, à communiquer, mais alors tu te rends compte que dans le monde de l'entreprise, on n'a pas le temps avec tes doutes. C'est pas l'association du coin, hein. Tu vois? Quand tu es dans une boîte qui doit te payer, en tant que consultant un certain montant, ils ont pas le temps de comprendre que tu doutes un peu de toi et que ton estime de tes opinions est un peu à chaque fois malmenée dans ton esprit. Il faut te forger. That's so true. Et tu sais, les 15 minutes de chaque matin pour faire le point et il faut être to the point, hein. Et donc, ça faisait un peu partir du coaching comme ça, d'être un peu brutal. Parce que le monde de l'entreprise, c'est un monde de performance, c'est pas un monde des bisounours, quoi. Tu vois? Mais tu sais, par rapport à ça, j'ai un exemple. Un de mes entretiens, à l'époque, on m'a demandé, donc c'était pour chef de projet IT, et on m'a demandé si j'avais déjà construit des sites. Moi, dans mon cerveau, ça a fait 1 seconde et demie. Il est en train de me poser une question que je ne vais pas devoir faire. C'est-à-dire qu'en tant que chef de projet, ce n'est pas toi qui construis les sites. Et donc ma réponse a été, je n'ai jamais construit de site internet, mais ça m'a jamais empêché de comprendre comment ça fonctionne, lire du code et mener à bien des projets. Et le gars m'a dit, ouais, c'est bon, on peut s'arrêter là, tu peux commencer quand? Donc en fait, d'une question, il m'a demandé, est-ce que tu as déjà construit des sites? J'aurais pu faire, ah ben non, j'ai jamais fait ça. Ouais, et te délimiter. Et en fait, je me suis dit, mais un chef de projet ne doit pas construire le site, hein. Et donc, je m'étais renseignée avant. Et ma réponse a été de dire, non, je n'ai pas fait. Tu vois? Ouais. Et en fait, flexibilité, énergie et aussi être confiante, tu vois? Mais bon, moi, je me dis, si, si une personne pour toi, pourquoi c'est essentiel qu'une personne comprenne qu'elle doit être accompagnée pour, pour faire ses reconversions? Pourquoi c'est intéressant, tu vois, de se faire accompagner, mentorer? Pourquoi l'accompagnement aujourd'hui est essentiel? C'est parce que ça te fait gagner un gain de temps précieux. Parce qu'en fait, nous, on l'a vécu pas de façon cadrée où on avait un vrai mentor avec des sessions, tu vois. Dans tous les sens Voilà, c'est pendant 2, ça. 3 ans, 4 ans C'est même. ça. Et moi, ça m'a pris 5 ans, Ouais. clairement. Donc après, il faut être à l'aise avec ça. Il faut se dire, tu prends le temps. Mais il y a des gens, ils n'ont pas notre réalité. Et voilà, il faut faire des sacrifices sur aussi ta vie privée, clairement. C'est ce que Catherine, une de nos entrepreneuses qui a aussi témoigné lors d'un podcast, a dit aussi, c'est qu'à un moment donné, tu t'entreprends un MBA, par exemple, tu sais que 1 voire 3 ans, tu mets ta vie de côté. Et là, c'est pareil, si tu te fais pas accompagner, en tout cas, si tu as pas ces outils qui sont là et d'une personne qui l'a vécu et qui peut te le dire en disant: «Mais non, qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Perds pas ton temps», c'est un gain de temps précieux, en fait. Et c'est, une ressource et des outils inespérés. Dans le sens où toi, tu peux aller chercher, bien sûr, mais tout n'est pas accessible aujourd'hui. Il y a beaucoup de Exactement. choses qui sont Et accessibles. puis aussi, c'est de l'information qui est un peu déjà vulgarisée, simplifiée. Tu sais, C'est il y a ça, vécu. Alors Exactement. on peut te donner en plus le cause à effet. Donc c'est-à-dire que tu peux transmettre un peu ce que tu es en train de vivre dans ton stage, par exemple, ou dans ta reconversion professionnelle. Et ton mentor te dit, écoute, moi j'ai déjà eu ça. Et la finalité, c'est ça. Et donc fais ça. Oui, et même, tu vois, pour optimiser, par exemple, un élément qui était essentiel pour moi, que je trouve qu'on ne dit pas assez, c'est que la cybersécurité, oui, ça engage. Oui, c'est un domaine où il y a de l'argent,
mais pas partout, pas dans tous les secteurs. Tu C'est vois. vrai. Pas Euh, encore, en tout Pas cas. encore. Aujourd'hui, tu peux faire de la cybersécurité et ça s'applique à tout. Mais les secteurs où il y a de l'investissement et de l'argent, c'est des secteurs, c'est la plupart du temps, c'est les finances, parce que la banque est très réglementée. Obligé. Ils sont obligés de sécuriser parce qu'ils ont des millions de clients. La défense, La la sécurité nationale. La communication, c'est même pas là où on met le plus de budget. Si tu veux Il payer, commence, en tout cas. il commence, mais si tu veux payer un consultant cybersec qui est bien payé, c'est le monde de la banque et de l'assurance, c'est le monde de la défense. Et ça, il faut aussi aller le chercher, en fait. Exact. Et il faut le savoir. Ouais, Il faut ouais. savoir que tu ne seras pas payé la même manière à sécuriser un hôpital. Ce n'est pas les mêmes budgets. Parce que la priorité de l'hôpital, c'est de sauver des vies. Ce n'est pas de sécuriser les données C'est ça. des patients. C'est ça. Donc, ils vont avoir un peu de budget, mais tu ne vas pas gagner Non, c'est pas essentiel. ce que tu pourras gagner dans un secteur finance. Et moi, j'ai choisi les finances parce que clairement, je savais que là, je pouvais... C'est un vrai besoin. hein, oui, chez il y a eux. un vrai Oui. besoin et je pouvais enchaîner les missions. Je pouvais vraiment trouver... J'ai clairement été intentionnelle sur la taille des entreprises. Aussi. J'ai clairement été intentionnelle sur le secteur pour être très précise dans mon expertise parce que je ne voulais pas avoir une expertise fourre-tout. Tu n'es pas expert si tu sais plein de choses. Tu es expert quand tu connais des éléments de base, donc il y a un tronc commun, mais que tu cibles. Et ensuite, tu peux avoir des connaissances connexes qui font Oui. qu'en plus, tu peux un peu Transversal. voilà, C'est ça. naviguer, etc. Mais tu sais, ça, c'est pour tout. Hein. Pour tout secteur confondu aujourd'hui. Nous, on est dans l'IT, le digital, peu importe comment on l'appelle, le numérique au sens large. Mais dans le digital marketing, c'est pareil. Moi, mon certificat à la base, je suis sortie de là. Ma première phrase est sortie avec distinction. Donc, tu peux dire encore, oui, ça va. Mais au final, tu sors de là. Et ma phrase a été aux autres élèves, à mes côtés, eh ben les gars, on est bon en tout, mais on est expert en rien. Parce que j'avais très vite compris qu'en fait, tu fais pendant 1 an une formation. Tu vas tous les soirs. Tu sacrifies tous tes samedis, tous tes soirs pendant 1 an. C'est quand même pas mal dans une vie. Hein, c'est assez conséquent. Et au final, tu te rends compte, pendant cette formation, qu'on te donne un peu de plic-ploc, un peu de tout. Et après, toi, tu fais quoi ? Et c'est ça, en fait, le vrai enjeu, le vrai challenge. Et c'est là que ça démarre la reconversion. Ouais. C'est pas pendant que tu es en train d'apprendre. Parce qu'apprendre, tu peux le faire tout le temps. Tu ouvres un bouquin, tu apprends. Ouais. En fait, la vraie reconversion, elle démarre à partir du moment où tu te dis, je suis en train de prendre plein de matières, mais vers où je vais ? Exactement. Vers où je vais ? Et aujourd'hui, on le voit bien. C'est Parce quoi que mon positionnement, comme disait Stella. c'est ça. Le digital marketing, c'est l'ancien web dev, par exemple, où c'était un peu un fourre-tout, comme tu dis. Mais en fait, tu ne peux pas être bon dans tous les secteurs du digital marketing. Il y a au moins 20 secteurs dans le digital marketing. Et donc, vaut mieux se rendre expert dans quelque chose, dans le digital marketing ou même dans n'importe quel secteur, et se démarquer parce qu'en fait, les fourre-tout, au final, ça va être les personnes qui vont malheureusement être laissées pour compte. Et aujourd'hui, on le voit dans le web développement. Un full stack, bien sûr, va être plus prisé qu'un juste développeur front ou développeur back. Mais au-delà de ça, il doit avoir dans son panier plusieurs langages, Exactement. plusieurs technos, Et en plus, et pas que une. exact. Et en plus, quelle techno est en demande? Voilà. Tu peux devenir full stack. Tu fais aujourd'hui full stack PHP. C'est obsolète. C'est dans voilà quoi, certains trucs, mais du PHP, on en utilise beaucoup moins. Tu vois. Par contre, il y a des langages comme ça que tu apprends, tu sais que tu l'utiliseras parce que c'est un socle comme Python. Python, tu l'apprends et tu rajoutes dedans des spécialisations et des librairies et tout, plein d'éléments. Et tu sais que voilà, je vais aller dans du développement avec Python, comme je peux aller dans l'automatisation ou dans du back-end avec Python. Je peux faire de la cybersec avec Python. Je peux faire du scriptage avec Python. Donc, il faut connaître, en fait. Choisis un truc en fonction de ce qu'on disait avec les éléments de l'ikigai. Pas seulement ce que tu aimes ou ce que tu sais faire bien, mais aussi ce que la société a besoin et pour lequel tu pourrais être payé. Si tu sais pas faire ça, laisse tomber. Ça n'a pas d'intérêt, sauf pour toi et tes émotions comptent, mais chez toi, à la maison. Tu vois ? Non, mais c'est vrai. Et des fois, c'est dur et c'est méchant, mais c'est la réalité. C'est la réalité de la vie. Il faut trouver un juste milieu entre ce que tu veux
et ce que tu aimes et les autres. Tu sais, même un acteur, un artiste peintre, un chanteur doit trouver le juste milieu entre moi je suis underground, je fais que les trucs qui me plaisent à moi et si j'en ai 10 qui m'aiment, tant mieux. Et à qui je parle et est-ce que j'arrive à vendre mes disques et qu'est-ce qui plaît aujourd'hui? Et c'est un vrai challenge, hein, c'est une vraie question. C'est exactement la même chose. Et Tu justement, vois? je pense que cet exemple, ça va parler à beaucoup de monde. C'est un acteur, quand il est bon pour du policier, du criminel, il va pas aller faire une comédie romantique. Il va peut-être le faire pour son kiff, mais c'est pas dans ce qu'il est meilleur. Ouais. Il est meilleur dans le criminel, le sombre. Et donc, il va exceller dans sa carrière. Et on va le reconnaître. Et il va marquer. Et c'est la même chose, en fait. C'est la même chose. On n'est pas dans le show business, mais c'est pareil. C'est pareil. Le pour marché est tout. En pareil. fait, si tu arrives à trouver une zone de génie Exact. qui match avec l'envie de la société, c'est là que tu as les gains. Si tu es juste dans une zone de génie qui t'intéresse toi et ta maman et ton papa et qui ça leur fait plaisir, ils disent bravo mon enfant, c'est très bien, mais ça va pas du tout changer ta vie en fait parce que tu changes ta vie que quand tu changes la vie des autres et quand tu apportes quelque chose à la société. Et ça, peu importe les métiers. Les métiers les mieux payés sont les métiers où la valeur ajoutée de tes connaissances et de ton expertise fait un impact exponentiel et proportionnel à ce que tu vas être payé. Donc, moi, je le sais, pour avoir été au Quick, à la caisse. C'est pas McDo? McDo. Mais j'ai fait Quick aussi. Il faut dire Quick, Burger King aussi. Parce McDo, qu'alors, j'ai pas fait Burger King. oui, mais il faut le dire. Il faut Voilà. 3. Lol. Mais vendeuse, ok, à plier des vêtements. Concrètement, aujourd'hui, même en cabinet d'avocat en tant que stagiaire, tu vois, elle a toujours la concurrence. Comment tu te différencies? Clairement, plus tu montes en connaissances spécifiques et types, plus ton salaire va monter. Mais aujourd'hui, et c'est pas méchant de le dire, mais c'est la vérité, il y a beaucoup d'avocats. Donc, un avocat qui est millionnaire aujourd'hui en Belgique, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que combien sortent chaque année? Oui, ou alors Tu vois, il est vraiment spécialisé, focus, et en toute plus, une carrière dans cette sur spécialisation, il un est domaine. reconnu parce qu'il excelle. C'est ça. Il y met vraiment un certain niveau d'investissement. Il faut arrêter de croire que, tu vois, et ça s'applique à tous les secteurs et à la Exact. cybersécurité. Donc, excelle. Quand tu te reconvertis pas pour les avantages, mais qu'est-ce que tu vas apporter dans cette nouvelle zone d'expertise? Comment tu vas vraiment créer une réelle vocation pour laquelle tu vas donner le meilleur de toi-même? créer ton tu vois. propre emploi, en fait. Aussi, mais ça après, tu vois, c'est encore un autre challenge parce que nous, on crée notre propre emploi. Non, je parle pas d'entrepreneuriat, mais Ah, même d'accord. au-delà, même du poste. C'est pas parce que aujourd'hui tu vois pas forcément d'annonce qui te correspond à 100% que tu peux pas aller à l'entretien et prouver que tu es essentiel. Moi, ça a marché pour moi. Hein. J'ai eu des cas comme ça où, à la base, j'ai commencé customer service. Et en fait, j'ai fait comprendre que moi, ici, je suis business developer et que je te gère tous les comptes. Hein. Au final, ça s'est fini comme ça. Expérience veut qu'il y ait eu d'autres choses, mais c'est pareil. C'est amener de Ouais, se force ta dire... chance et positionne-toi. Quoi. Mais c'est ça, si tu es doué pour quelque chose, mais qu'aujourd'hui, la société n'est pas, je vais pas dire à l'aise, mais n'est pas habituée à ton profil, tu es atypique. Et ça, on veut aussi. Et il n'y a pas de souci. Mais il faut être à l'aise avec ça, il faut être confortable, il faut aller. Il faut savoir le vendre. C'est ça. Donc, On va finir là-dessus. mais c'est bien, en fait. Ouais, je en trouve plus, ça on a bien vraiment clôturé avec atypique. Exactement. Donc, merci pour ce podcast, Les Voix atypiques. Bah oui.